Bonjour à tous. Donc, vous êtes bien sur le webinaire de Industry.org, donc qui est le premier réseau social des industriels. Industry a été créé pour vous permettre d'échanger, de networker directement sur les sujets du quotidien et de transformation vers l'industrie du futur. Donc, sur la plateforme Industry avec un y.org, vous allez pouvoir retrouver vos pairs, des actualités, de la veille sur l'industrie 4.0, mais également des formations gratuites et puis des webinaires comme aujourd'hui avec des grands patrons ou des grands innovateurs de l'industrie. Je suis Jean-Philippe Lorinquer, je suis en charge de cette belle communauté avec Ashok, qui est l'homme de l'ombre, qui est bien connu des membres puisque vous échangez régulièrement avec lui. Et aujourd'hui, je reçois pour notre 13e webinaire un invité un petit peu particulier parce qu'il nous revient directement des Amériques, où il a rencontré des Américains. Alors, pour certains auront peut-être la référence, si vous pouvez la mettre en commentaire si vous l'avez. Il a côtoyé l'homme qui fut pendant quelques temps le plus riche du monde, avant qu'un Français le dépasse. Il a participé à une aventure industrielle qui est en train de faire exploser un secteur d'activité qui représentait il y a encore peu de temps 10% des emplois en France. Et il a lancé la seule start-up qui est à la fois basée à San Francisco et Angers. Il n'y en a qu'une, hein, c'est celle-là. Bref, j'ai l'honneur et j'ai la chance de recevoir Luc Leroy, qui est l'ancien patron de l'automatisation de Tesla et aujourd'hui fondateur de Full Speed Automation. Bonjour Luc, comment vas-tu? Bonjour JP, merci beaucoup, bonjour à tous. Ça va, alors je m'excuse d'avance, j'ai une laryngite post-Covid qui dure depuis 2 mois, donc ma voix s'enraye un peu de temps en temps, mais je ferai un effort pour que tout le monde comprenne. Super honoré d'être sur ce beau panel, donc je suis un gros fan de Industry, et puis ouais, il faut encore honorer d'être l'invité de JP, de Ashok, et puis ouais, de ce beau panel, une belle audience. Donc, j'espère qu'on aura beaucoup d'interactions avec des questions-réponses. Eh ben, écoute, j'espère aussi. Donc, moi, je te remercie évidemment de prendre du temps pour échanger avec nous et tous les membres de la communauté. Tu resteras à jamais notre premier Américain sur le webinaire. Donc, on D'accord, est très je suis fiers. honoré. On va passer un petit moment ensemble. On va parler de toi, de Tesla, d'Elon Musk, d'automatisation et de ta nouvelle aventure. Donc, plein de sujets. Mais moi, j'aimerais commencer déjà par apprendre à te connaître, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, Qui es-tu? D'où tu viens? Quelles sont tes réussites? Est-ce que tu peux nous parler de ta carrière qui commence à être chargée un peu maintenant, au cours de ces 20 dernières années? Voilà, il y a des poils gris, donc on va rester sur les 20 dernières années, effectivement, parce que sinon, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, il y a une petite vingtaine d'années, j'étais dans le monde de la CAO en France, avec une start-up que nous avions démarrée en 2002 et qui a été rachetée par Adobe. Donc, c'est ce qui m'a emmené aux États-Unis, finalement, où j'ai intégré la technologie que nous avions développée et déployée dans des grands comptes qui créent des PDF en 3D. Donc aujourd'hui, la collaboration autour du CAD, ça paraît complètement banal. Il y a 20 ans, c'était des systèmes très fermés, très coûteux. Et par exemple, chez un fabricant, les gens de l'ingénierie ou même une verticale ingénierie, par exemple dans l'automobile moteur, avaient beaucoup de mal à échanger des données avec les gens du châssis et encore plus avec les gens du design. Et donc, vous pouvez imaginer les gens du marketing qui avaient besoin d'avoir du matériel sur des concept cars. En fait, ils finissaient par avoir de la 2D, des impressions, ce qui était quand même assez malheureux. Donc, la petite disruption qu'on a faite en 2002, c'était d'inventer le PDF 3D et où on s'était dit, en fait, finalement, un peu comme Adobe avait fait avec le PostScript qui est capturé à l'imprimante virtuelle, nous, on a créé un GPU virtuel et donc les applications CAD pensaient qu'elles envoyaient de la donnée à un accélérateur graphique et en réalité, c'était notre logiciel qui capturait les primitives et avec un petit peu de reverse engineering, on arrivait à recréer les primitives pour faire des fichiers 3D. Et alors, c'était une belle expérience. Je suis resté 10 ans chez Adobe où j'ai eu 5 ou 6 métiers différents. Adobe, c'est une belle boîte et j'ai envie de dire, il y a 25 ans ou 15 ans, c'était une boîte encore plus belle, qui était encore plus innovante, disruptive. Acrobat Reader, par exemple, c'était déjà en 2005 600 millions d'utilisateurs. Alors aujourd'hui, 600 millions, ça fait un peu rire parce qu'on a des références de TikTok et compagnie. Mais à l'époque, il fallait développer tous les systèmes de déploiement, de sécurité pour pouvoir adresser tous ces clients, faire des mises à jour. Enfin, je vous laisse imaginer. Donc, j'ai eu cette chance. Je parle beaucoup d'Adobe parce que c'est là où, en tant qu'ingénieur français, avec un profil
à la fois informatique et génie mécanique, j'ai atterri dans la Silicon Valley. Et pendant 10 ans, j'ai appris toutes les pratiques d'ingénierie, d'excellence logicielle grâce à Adobe, où j'ai géré la PLM pendant 5 ans. J'ai géré les applications Acrobat et Reader, donc épaules très larges, pardon, sur ce sujet, parce que quand on a à peu près tous les gouvernements de la planète comme clients et qu'il faut faire un déploiement en 12 heures parce qu'il y a une vulnérabilité, on n'a pas le droit de trop blaguer. Donc, ça a été un gros accélérateur d'apprentissage. Et au bout d'une dizaine d'années, je commençais à tourner un petit peu en rond. Je voulais me rapprocher du monde de l'industrie, du manufacturing, hein, qui est ma première compétence. Là, je suis allé dans le monde de la réalité augmentée pour les domaines de l'énergie notamment. Et j'ai compris très vite que, alors c'était super, des très belles technologies, mais qui avaient au moins une décennie d'avance en termes de vision. Et d'ailleurs, c'était en 2015. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de lunettes en réalité augmentée. C'est encore une décennie d'avance, on va dire, hein. Dans les applications quotidiennes, que ce soit les HoloLens ou ce genre de choses, ça sert plus souvent de démonstrateur pour faire plaisir au C-level dans les ateliers que d'une réelle utilisation, hein, quotidienne. Ouais. Et mon constat, c'était surtout que la création de l'expérience est vraiment ce qui coûte cher. Donc, par exemple, nous avions des applicatifs sur des plateformes pétrolières pour des opérations qui sont effectuées tous les 20 ou 30 ans. Donc, les ingénieurs qui ont la compétence métier n'existent plus. Pour le coup, il y a une telle valeur ajoutée sur ces manipulations que dépenser 50 ou 100 000 euros pour aller créer le contenu, la procédure est nécessaire. Donc, du coup, le smart helmet à 15 000 euros n'est pas un problème dans ce contexte. Mais c'est vraiment des marchés très niches avec des applications très spécifiques. Donc, du coup, je suis parti au bout d'un an. Et puis, je me suis rapproché du manufacturing, puisque là, j'ai fait de l'additif. Donc j'ai été le vice-président d'ingénierie logicielle chez Vélo 3D, qui est dans mon village, en fait. Donc, c'était pratique. Et donc là, c'était super. J'ai pu mettre en application beaucoup des pratiques qu'on avait développées chez Adobe. Et j'ai commencé à observer vraiment un clash des deux mondes entre la partie OT traditionnelle de déployer une imprimante SLM à 2 millions de dollars qui va être capable d'imprimer des tuyères en titane et de voir la confrontation avec les gens dans l'usine, notamment les anticorps, qui vont refuser de mettre cette machine sur le réseau. Alors que nous, on avait pris ça comme acquis, que bien entendu, la machine va être connectée. Et donc, c'était intéressant. Ça m'a permis de mettre un pied chez SpaceX, qui était notre premier client. Et puis, de fil en aiguille, 1 an et demi plus tard, je commence chez Tesla, et qui m'avait offert un travail pour aller, alors rien à voir avec le manufacturing, c'était intégrer l'autopilote dans le firmware du véhicule. Alors, on va parler de Tesla juste après parce que là, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est très impatient d'entendre ton aventure sur Tesla parce qu'en plus, c'est vrai elle est absolument passionnante. Mais alors, c'est amusant parce que tu t'es fait un peu là, toutes les hype curves des startups industrielles, donc que ce soit la réalité augmentée, que ce soit l'additif. Mais j'ai l'impression que tu étais toujours un peu en avance de phase dans ces hype curves. Donc, si on prend la hype curve Gartner, tu étais plutôt. À chaque fois, tu étais précurseur, on va dire. Et c'est cool parce qu'en réalité, chez Tesla, tu vas être précurseur, mais tu vas pouvoir mettre en application et vous allez cartonner de la façon dont on sait. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est bon, tu es un gars des arts, tu fais partie de la mafia des arts. Et normalement, tu aurais dû te retrouver à travailler dans une usine, à faire de la prod, à faire des opérations, etc. Pourquoi tu as basculé vers le software? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? En fait, ce qui est rigolo, c'est que avant les arts des métiers, j'ai fait un DUT informatique. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la méca, hein. Donc, j'ai fait génie mécanique par la suite. Et je ne suis pas allé jusqu'au bout, d'ailleurs, de mon master, puisque entre-temps, j'ai cédé à la tentation de la première startup. Donc, la première boîte que j'ai montée, c'était en 98. Euh, et alors, il y a eu un aspect financier, pour être honnête.
c'est-à-dire en tant qu'ingénieur logiciel maison, dans C'est mieux. un petit éditeur de logiciels parisien de 55 personnes. J'avais une fiche de paye qui était 30% supérieure à ce qu'on me proposait en tant qu'ingénieur en méca, en fait. Donc, c'était la vraie motivation. Et puis surtout, moi, je faisais de la course automobile et puis je suis pilote amateur aussi en aéronautique. Donc, du coup, l'accomplissement de bricoler des voitures, en fait, on a même fabriqué notre propre voiture en championnat de France d'endurance. Donc, j'ai pu m'éclater sans les contraintes professionnelles d'un point de vue design mécanique, motorisation, etc. Donc, du coup, voilà, le logiciel pour itérer beaucoup plus rapidement et gagner de l'argent. Et puis, la méca avec les voitures de course et les avions. Tout le monde est ravi. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans le software. Et puis surtout, j'ai compris qu'en en restant du côté logiciel, on peut développer des outils qui vont permettre de sublimer un peu l'intelligence humaine sur la partie méca, conception, manufacturing. Et en gros, c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. Alors, tu as commencé à effleurer le sujet. Tu es arrivé d'abord chez SpaceX par l'additif. Et donc, tu arrives chez Tesla. Déjà, comment tu arrives chez Tesla? C'est un moment, ils t'appellent, ils te disent on aime bien ce que tu fais, tu nous rejoins. Pourquoi tu y vas? Parce que, bon, Tesla, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, aussi bien en bourse. Enfin, il y a eu des moments où ils étaient quasiment à deux doigts du dépôt de bilan. Enfin, pourquoi tu vas là-bas, quoi? Alors ça, c'est amusant. Alors, le truc très rigolo, je suis allé chez Tesla parce que j'étais en burn-out. Donc, ce qui paraît complètement dingue. Mais j'étais donc après mes aventures start-up, j'ai monté une boîte de robotique d'assistance pour les personnes âgées. Et là, pour une fois, j'étais en retard. Je suis arrivé avec 2 ans de retard sur le marché. Du coup, tous les investisseurs avaient déjà des conflits d'intérêts. Ils s'étaient déjà tollés avec des grandes boîtes comme Acer qui avaient montré qu'ils étaient capables de faire des robots absolument misérables. Plus personne ne voulait investir dans ce champ qui devenait saturé. Cramer le fil de quoi, c'est ça. Voilà. Et donc en fait, Adobe me suivait depuis 1 an ou 2 et me proposait de revenir avec un job très intéressant puisque c'était pour être le patron des frameworks, en fait, des briques logicielles qui permettent de piloter l'expérience l'UX, donc l'expérience utilisateur, donc toutes les Ouais. interfaces graphiques. Donc, c'est quand même une belle boîte d'UX Adobe. Donc, c'était un job super tentant que j'ai fini par accepter. Et je rencontre Doug Field, donc, qui était le Chief Engineering Officer, qui était le numéro 3 chez Tesla. On discute. Et puis, je lui fais savoir que 15 jours plus tard, je démarre ce boulot de senior directeur de l'UX chez Adobe. Et il me dit, non, donne-nous une chance, file-moi ton CV, on va regarder en interne. Et là, en moins de 4 jours, j'ai été embauché effectivement chez Tesla. Et j'ai été très impressionné pendant la procédure de recrutement, où effectivement, en 12 heures, ils sont capables de dépêcher 5 exécutifs qui vont chacun passer 45 minutes avec un candidat qu'ils viennent de découvrir, en fait. Donc, il y avait une petite excitation au niveau de, effectivement, il y a de l'agilité, il y a de l'agilité chez Tesla. Ce n'est pas que légendaire. Et alors, c'était effectivement pour, une fois encore, intégrer l'autopilote dans le firmware, puisqu'ils avaient des problèmes de bonnes pratiques d'ingénierie. C'était quelque chose d'assez nouveau. La mise à jour logicielle des véhicules à grande échelle, donc la gestion de flotte avec l'autopilote, le tracking, le versionning on a 50 briques logicielles avec la traçabilité nécessaire pour mettre ça dans un véhicule. Ça, c'est des choses qu'on maîtrisait très bien chez Adobe, avec des briques logicielles chez Adobe. Il y a le Cortex qui génère des briques logicielles qui sont utilisées par toutes les applications Adobe, donc une compatibilité assez exemplaire. Donc leur idée, je pense, c'était de faire levier des compétences et de l'expérience que j'avais dans ce domaine de l'intégration continue, le déploiement continu. Et puis, pour continuer sur ce sujet, un soir, je reçois un texte de mon patron, donc Doug Field, qui me demande si je connais les automates programmables et le manufacturing. Et automate programmable, j'avais travaillé une fois, c'était chez Velo pour les grosses imprimantes 3D que nous fabriquions pour SpaceX. Donc, je lui dis, je réponds en anglais, donc PLC, parce qu'en anglais, c'est un PLC. Donc, PLC, j'ai travaillé une fois avec. Manufacturing, ça fait 25 ans que j'en fais.
Et là, il me répond good enough and fair enough. Donc, en gros, ça fera l'affaire. Rencontre-moi demain matin, 8 heures, usine de Frémont. Bon. Et tu sais pas pourquoi tu y vas, quoi. Je ne sais pas pourquoi j'y vais. Alors, en fait, j'avais déjà, là, ça faisait un mois que j'étais chez Tesla et j'avais déjà à 2 ou 3 reprises été impliqué dans l'assemblage du modèle 3 parce que l'autopilote, vous pouvez imaginer, est impliqué. C'est-à-dire la calibration, la validation du système de vision, des capteurs, etc. C'est le logiciel véhicule, en fait, qui communique avec le MES pour démarrer les actions de validation et envoyer les résultats des tests vers le MES. Donc, régulièrement, il fallait faire du fine-tuning ici et là sur le firmware, parfois sur l'autopilote, pour assurer la fabrication d'un véhicule viable et de bonne qualité. Donc, je pensais que c'était le sujet. Ça s'appelle fine-tuning, c'est des itérations. Vous itérez régulièrement. Enfin, oui. C'est quoi une vitesse d'itération normale chez Tesla? C'est 45 minutes. Ah oui, d'accord. Donc, toutes les 45 minutes, potentiellement, il y a une modification qui apparaît sur le… Potentiellement aussi rapide que le système peut compiler et déployer. Et ça, c'est ce qu'on fait, on va en parler, mais c'est ce que nous démocratisons avec Vitesse, notre logiciel, aujourd'hui, chez Full Speed Automation. Okay. Ah oui, c'est impressionnant. Et donc, 8 heures du matin, usine de Frémont. Voilà, donc j'arrive, l'assistante de Doug Field me reçoit, on me file des pompes de sécurité, une casquette, des lunettes, elle m'accompagne vers l'assemblage du modèle 3, et là je découvre Elon Musk pour la première fois. On va passer 1 heure sur la ligne avec un chef de projet, Elon Musk, et puis Doug Field. J'ai rarement entendu autant de grossièreté en 1 heure, mais j'étais aussi impressionné de leur capacité, tous les deux, hein, Elon comme Doug, à faire du deep dive, vraiment à aller dans des sujets très, très précis, très proches de la machine ou du process, challenger les ingénieurs, demander aux ingénieurs d'appeler le manager pour mieux comprendre ce qui se passe avant de prendre des décisions. Donc ça, c'était quand même un gros réveil. C'était remarquable la façon dont ils sont capables de maîtriser tout ce qui se passe dans leurs organisations. Et en fin de ligne, donc à tout moment, je m'attendais à ce que Elon dise regarde l'autopilote, ça empêche de faire ceci, cela, ou voilà ce qu'il faut absolument améliorer. Et en fait, je ne suis jamais impliqué. Je n'identifie pas de problème qui soit vraiment dans mon cercle d'influence. Donc, et puis pour la petite histoire, étant en burn-out, moi j'étais contributeur individuel. Donc j'étais un directeur de la gestion de projet et j'étais le facilitateur de l'intégration de l'autopilote dans le firmware. Donc je n'avais pas d'équipe, j'étais un électron libre en quelque sorte. Et donc je comprends assez mal pourquoi je suis là. Et donc 1 heure plus tard, Doug Field me demande alors, est-ce que tu prends le boulot? Do you take the job? Et je comprends absolument pas de quoi on parle. Je venais de commencer chez Tesla il y a 1 mois, donc je dis que je viens de commencer il y a 1 mois. De quel job tu parles? Et il me dit Elon a viré le directeur de l'automation hier soir. On cherche un leader intérim pour aider l'équipe en transition le temps qu'on trouve le nouveau directeur de l'automation. Est-ce que tu peux travailler avec les managers de ce groupe-là pour les accompagner? Parce que là, avec le modèle 3, on est vraiment dans une situation difficile. La situation du modèle 3, tu peux la rappeler à cette époque? Il n'y a plus rien. Alors, donc ça, on est en février, mars. Donc là, cet épisode, on est en mars, je crois, 2018. Nous produisions entre 2000 et 2500 véhicules par semaine, là où Tesla était censé en fabriquer